Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session de la soirée sur Béni TV, la chaîne de ta grâce, l'essentiel de l'actualité. Rassemblement historique en France contre le terrorisme et en hommage aux victimes de l'attaque du journal Charlie Hebdo. Plus de 2,3 millions de personnes ont marché dans plusieurs villes du pays. Près de 50 chefs d'État et de gouvernement interposés. Le ministère évangélique La Race des Vainqueurs devient désormais une église. Les fidèles ont organisé un programme spécial pour célébrer cette nouvelle étape. Et au Sénégal, recul de l'âge du départ à la retraite pour les travailleurs du secteur privé. Il passe de 57 à 60 ans. Bienvenue à cette nouvelle session d'information, nous le disions, dont les titres. Une nouvelle étape vient d'être franchie dans l'évangélisation. Le ministère évangélique La Race des Vainqueurs devient désormais une église dirigée par le révérend pasteur Yeo Prosper. Cette nouvelle étape a fait l'objet d'un programme spécial ce dimanche au siège de la dite église. Actualité africaine à présent. Au Nigeria, une fillette de 10 ans s'est fait exploser dans un marché de Maïdiguri, dans le nord-est du pays ce week-end. 19 personnes ont été tuées et 18 autres blessées. Le comble de l'horreur, cet attentat serait l'œuvre du groupe islamiste Boko Haram qui a radicalisé ses actions ces derniers jours. Au Nigeria, au moins 19 personnes ont été tuées par une kamikaze qui s'est fait exploser sur un marché très fréquenté de la ville de Maïdiguri dans le nord-est du pays. La kamikaze est une enfant âgée d'une dizaine d'années selon la milice d'autodéfense locale. La Croix-Rouge a confirmé l'évacuation des cadavres. Il y aurait aussi une vingtaine de blessés. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais c'est dans cette région que sévit la secte terroriste Boko Haram. Vive tension au Togo, les partis politiques de l'opposition menacent de descendre dans la rue pour obtenir la limitation du mandat présidentiel. À seulement quelques mois de l'élection présidentielle, les discussions restent donc houleuses. Les manifestations sont prévues pour se tenir à partir de demain, 13 janvier. Le climat sociopolitique s'alourdit à quelques mois de la présidentielle au Togo. En conférence de presse jeudi, plusieurs partis d'opposition accusent le groupe parlementaire uni, majoritaire à l'hémicycle, de bloquer les discussions sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Il s'agit notamment de la limitation du mandat présidentiel à 2, renouvelable une seule fois. Nous disons qu'il faudrait que les réformes constitutionnelles et institutionnelles se fassent comme prévu par l'accord politique global signé en 2006. Fagne Sibé a refusé de faire ces réformes pendant 10 ans. Pour aujourd'hui nous dire nous sommes prêts à faire les réformes à condition que vous accordiez 10 nouvelles années au régime RPT uni qui régente ce pays depuis 50 ans. C'est totalement intolérable. Il faudrait que le peuple togolais, dans toute son entièreté, prenne ses responsabilités et dise non à ce nouveau coup de force. Le parti au pouvoir dit être prêt à faire des réformes sans que la loi limitant le mandat ne soit rétroactive. Mais l'opposition n'est pas d'avis. Le collectif pour l'alternance politique en 2015 compte organiser des manifestations de rue à partir du 13 janvier. Les réformes ne peuvent pas se faire dans la rue. Parce qu'il a été question de, lorsque nous discutions, que chaque parti politique local de l'Assemblée nationale fasse sa proposition. Par exemple, vous prenez le cas, il a dit, dans notre compréhension à nous, il faut comptabiliser le mandat actuel. C'est-à-dire 2014 comme un mandat, et 2015 sera le dernier pour le président sortant. Nous avons dit non, il faut définir un certain nouveau cadre juridique qui est en train d'être mis en place. Il faut le mettre en place et permettre à tous les Togolais de partir à chance égale. Nous ne réclamons pas un mandat supplémentaire pour qui que ce soit. Nous mettons en place une nouvelle base juridique avec ces réformes et tous les Togolais vont compétir à chance égale. C'est une position claire et logique. Le président Fagne Singbe est au pouvoir depuis 2005. Le débat sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles date de 2006. Depuis lors, sa mise en œuvre traîne. Le Togo ira aux urnes avant avril 2015. Les commissions électorales locales indépendantes sont déjà installées. Le démarrage de la révision électorale est prévu pour le 20 janvier prochain.
60 ans au lieu de 57. Le Sénégal recule l'âge du départ à la retraite pour les travailleurs du secteur privé, comme l'avait annoncé le président de la République Macky Sall lors du traditionnel discours de présentation des vœux à la nation. Cette décision vient uniformiser l'âge de la retraite dans le secteur public comme dans celui du privé. Regardez. Au Sénégal, l'âge d'admission à la retraite passe de 55 à 60 ans dans le secteur privé. L'annonce a été faite par le président de la République Macky Sall lors de son message à la nation le 31 décembre dernier. Ceci pour mettre fin à une discrimination entre le public et le privé et surtout de satisfaire une vieille revendication de certains syndicats du travail. Chaque année, les travailleurs exprimaient toujours le désir d'uniformisation de la retraite. Parce qu'au niveau de la fonction publique d'État, la retraite est à 60 ans. Malheureusement, dans le secteur privé, la retraite est graduée en fonction des tâches de travail qui sont confiées aux personnes. Donc ça va entre 58 à 60 ans. Alors, le gouvernement a entendu l'appel de ces syndicats et a demandé au secteur privé d'aller dans le sens de l'État du Sénégal, c'est-à-dire uniformiser partout au Sénégal la retraite à 60 ans. Cette décision du chef de l'État n'est pas du goût de certains syndicats. Selon eux, à 55 ans, le travailleur n'est plus productif à certains postes de travail réputés pénibles. La retraite à 60 ans au Sénégal est irréversible, du point de vue du droit, mais également du point de vue de la légitimité. On ne peut pas, dans un pays comme le Sénégal, avoir une loi à deux vitesses. Les fonctionnaires qui partent à la retraite à 60 ans et les travailleurs du secteur privé à 55 ans. C'est inadmissible. S'il existe des secteurs où la pénibilité dans le travail est constatée et par le travailleur et par l'employeur, je pense que les délégués du personnel de ce secteur-là ou de l'entreprise sont ouverts à des discussions pour trouver un accord. La mesure du gouvernement devrait permettre de revaloriser les pensions de retraite. Lors de la rencontre État-syndicat patronat qui a eu lieu jeudi à Dakar, le sujet a une fois de plus fait l'objet de discussions. Et une parenthèse économie dans cette édition d'information. Élu en juillet 2005, Donald Kaberuka, actuel président de la BAD, la Banque africaine de développement, est en fin de mandat. Il passera le flambeau le 28 mai prochain. Un bilan assez positif pour l'ancien ministre rwandais des Finances. Au nombre de ses actions durant son mandat, le retour de l'institution financière à Abidjan et la nouvelle stature sur la scène internationale. Que retenir du passage de Donald Kaberuka à la tête de la Banque africaine de développement? Élu en juillet 2005, l'actuel président de la BAD quittera la tête de l'instance financière panafricaine le 28 mai prochain. Un passage qui a permis à l'homme de donner une crédibilité internationale à la banque qui était en perte de vitesse dans les années 1990. Depuis 10 ans, l'Afrique a amorcé un décollage qui est loué par tout le monde. C'est un fait. Nous sommes aujourd'hui parmi les continents qui connaissent une croissance assez importante. Mais ce que j'ai dit, c'est que le potentiel de l'Afrique lui-même à l'intérieur n'est pas exploité suffisamment. Un autre succès à mettre à l'actif de l'ancien ministre rwandais des Finances, le retour en août dernier du siège de la banque en Côte d'Ivoire après plusieurs années de crise. Aujourd'hui, 30% des opérations de la banque concernent le secteur privé. La Banque africaine du développement sous Donald Kaberuka a apporté d'énormes réformes et rationalisé ainsi que professionnalisé les procédures internes à l'intérieur de la banque, ce qui a permis à celle-ci de passer parmi les premières institutions du financement du développement en Afrique. 12,6 milliards de dollars de prêts de dons approuvés à l'intérieur du continent, ce qui n'est pas du tout négligeable. Il faut que le travail accompli par Donald Kaberuka au cours de ces 2 mandats puisse être redynamisé, puisse connaître une nette amélioration. La Banque africaine de développement va célébrer ses 50 ans en novembre prochain. Ses axes d'intervention restent inchangés. Infrastructure nationale et régionale, intégration économique inclusive, création de richesses par le secteur privé et la bonne gouvernance dans les États membres. Plusieurs noms circulent déjà quant à la succession de l'actuel président de la BAD. Il s'agit entre autres du Tchadien Bedorma Kordé, du Nigérien Akinwumi Adesina ou encore de la Capverdienne Christina Duarte.
Actualité internationale s'ouvre avec la France. Mobilisation exceptionnelle en France ce dimanche. Près de 2,3 millions de personnes étaient rassemblées dans plusieurs villes du pays en soutien au journal satirique Charlie Hebdo, victime d'un attentat le mercredi dernier. Un hommage également aux 17 personnes tuées lors de cette attaque terroriste. À Paris, près de 50 présidents et chefs d'État étaient présents. Les dirigeants des grands pays européens, le président de l'autorité palestinienne, le roi de Jordanie, des dirigeants des pays africains. Rassemblement extraordinaire, dispositif de sécurité impressionnant. 2200 policiers mobilisés, 10 stations de métro fermées, stationnement interdit. Et par ailleurs, 2000 policiers et 1350 militaires ont été déployés sur les sites sensibles à Paris. Une journée historique. La France mobilisée dans la rue comme jamais elle ne l'a été, pas même lors de la libération de 1945. Après une semaine qui a bouleversé le pays et qui a vu 17 des siens tomber sous les balles des terroristes, une majorité de Français a choisi de ne plus se taire face à la barbarie. Dans toutes les villes, des marées humaines ont déferlé dans les rues. Le ministère de l'Intérieur annonce pas moins de 2,5 millions de manifestants en province. Des images impressionnantes, comme ici à Lyon, où plus de 200 000 personnes ont voulu défendre les valeurs de la France face aux menaces terroristes. À Bordeaux, ce sont plus de 140 000 personnes qui ont crié leur indignation. À Paris, le cortège a mis plusieurs heures pour débuter le parcours. Face à l'afflux constant de manifestants, environ 1,5 million selon les organisateurs, l'ensemble des grandes artères entourant les places de la République et de la Nation ont été noyées par une foule pacifique et bon enfant, toutes religions confondues, avec comme seul message non à la haine et au terrorisme. Je suis venue pour mes convictions, pour la conviction que la liberté doit être toujours chérie, quoi qu'il advienne. C'est surtout pour montrer que l'islam c'est pas ça. L'islam c'est pas la haine, c'est la paix. Et voilà, on s'aime autant les uns que les autres et on respecte toute religion. Pour moi, c'est comme perdre une personne de ma famille en fait, parce qu'ils m'ont toujours suivi. On les a suivis, nous, depuis très longtemps, depuis les années 60, de la fin des années 60 à peu près. Et c'est un énorme chagrin déjà. Voilà ce que c'est la France. La France, c'est nous. C'est nous et c'est tout. C'est tout ce qu'on veut, être ensemble. On vous aime. Je suis ému de voir tant de monde qui crie Charlie, qui est sur les mêmes valeurs. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de fondamental pour moi. Autre image historique, le lancement de la manifestation par une pléiade de chefs d'État du monde entier, unis, coude à coude, avec François Hollande, comme ici Angela Merkel, David Cameron et plus inédit encore, Mahmoud Abbas et Benyamin Netanyahou. L'instant d'émotion de cette journée, les familles des victimes et les survivants de la rédaction de Charlie Hebdo. Les survivants qui n'ont pu retenir leurs larmes, comme le chroniqueur Patrick Pelou, inconsolable depuis 5 jours par la perte de ses 12 compagnons. Escortés par un cordon, ils ont défilé dans le recueillement et sous les applaudissements de la foule émue, elle aussi, place de la Nation. Et c'est seulement vers 20h que les manifestants se sont dispersés. Une dispersion qui a eu lieu dans le calme et surtout sans aucun incident, malgré cette affluence totalement inédite. Toujours en hommage à Charlie Hebdo, vive la liberté, abat le terrorisme. L'Afrique n'est pas restée indifférente. En Égypte, le syndicat des journalistes a affiché son soutien et sa solidarité, mais également a rendu un hommage appuyé aux victimes. Vive la liberté, abat le terrorisme. C'est la banderole que le syndicat égyptien des journalistes a déroulée hier devant le mur de son siège au Caire, en solidarité avec les victimes de l'attaque contre Charlie Hebdo. Un symbole de taille dans un pays où la liberté de la presse est régulièrement bafouée, d'après Reporters sans frontières. Nous sommes tous unis pour défendre l'humanité, la liberté d'expression, la liberté de la presse et toute autre forme de liberté menacée par ces groupes, précise Jamal Fahmy. En Égypte, plusieurs journalistes sont actuellement emprisonnés pour avoir fait leur travail. Notre correspondant au Caire se veut tout de même optimiste. Et aux États-Unis, à New York, des centaines de personnes ont participé samedi à une manifestation spontanée à Washington Square pour défendre la liberté d'expression. Cela en soutien et en hommage aux victimes de l'attaque contre le journal satirique Charlie Hebdo. Charlie!
Des centaines de personnes ont participé hier à une manifestation spontanée à New York pour défendre la liberté d'expression. La plupart des personnes présentes étaient des Français expatriés, mais on comptait aussi des Américains venus exprimer leur solidarité. C'est une attaque contre la liberté de la presse et la liberté d'expression en général, donc je suis pas forcément là seulement pour soutenir la France, mais pour soutenir ses valeurs. Et c'est important de faire ça non seulement en France, mais dans tous les pays. Il y a définitivement un parallèle qu'on peut faire et on peut dire que c'est le 11 septembre des Français. Oui. Je n'ai jamais manifesté d'aucune manière, dit cette femme, mais après avoir vu à la télévision ce qui s'est passé, je me suis dit que je devais venir. Yeah. I had to come. Entre la Tour de la Liberté à New York et la Tour Eiffel à Paris, un nouvel engagement commun pour la liberté doit être pris. C'est ce qu'a voulu dire le dessinateur Fago, né au Mexique, qui vit à New York depuis 30 ans. Avec mes collègues, nous voulons répondre à travers notre travail. Nous allons soutenir ce que faisait Charlie Hebdo. Beaucoup de dessins ont été faits à travers le monde pour les soutenir. Nous allons continuer. Et tôt dans la matinée du samedi, avant la grande manifestation de ce dimanche, le président François Hollande a reçu les représentants de la communauté juive, une communauté inquiète et en colère. Parmi les victimes de l'attaque de Charlie Hebdo, 4 personnes tuées sont de nationalité juive. 2 jours après l'attaque sanglante contre le supermarché Kasher à Paris où 4 personnes ont été tuées, le président français François Hollande a reçu ce dimanche matin les représentants de la communauté juive. Une communauté inquiète et en colère, même si le président de l'Union des étudiants juifs de France se dit confiant dans les forces de la République. J'ai retenu une phrase du président. Aujourd'hui la France, aujourd'hui Paris est la capitale du monde. La capitale de la liberté. Quand on attaque des juifs, quand on attaque des journalistes, c'est la démocratie qu'on veut assassiner, c'est la République qu'on veut frapper. L'Union des étudiants juifs de France, les Français se dressent debout, nous marchons pour la République, nous avons confiance dans la force de la République pour notre avenir en France et notre message sera plus fort que la terreur. Et pour clore cette cérémonie en hommage aux victimes du journal satirique Charlie Hebdo, 12 personnes ont perdu la vie au siège de ce journal durant l'attaque des journalistes et dessinateurs du journal, mais pas seulement des policiers, un agent d'entretien, un visiteur, une psychanalyste, un correcteur et un économiste ont aussi succombé. Qui étaient ces victimes? Reportage. L'attentat contre Charlie Hebdo a fait 12 morts. Si les journalistes et dessinateurs du journal étaient les premiers visés, des policiers, un agent d'entretien, un visiteur, une psychanalyste, un correcteur et un économiste ont aussi succombé. Employé de l'entreprise Sodexo depuis 15 ans, l'agent de maintenance Frédéric Boisseau se trouvait à l'accueil de Charlie Hebdo. Il est la première victime de l'attentat. Membre du service de la protection, Franck Brassolaro était en charge de la sécurité du dessinateur Charb. Il avait 49 ans bientôt. Chaque religion est une idéologie, donc on peut critiquer toutes les idéologies. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas. Et c'est ce qu'on continue à faire. Éternel visage d'enfant, Cabu, de son vrai nom, Jean Cabu, était à 76 ans un pilier du journal. Il était l'illustre père du beauf, figure du français moyen de courte vue, entré dans le dictionnaire. Psychiatre, psychanalyste engagé, Elsa Kaya était chroniqueuse à Charlie Hebdo sur des faits de société. On commence à dire oui j'ai peur, et ben c'est terminé. On arrête de faire des journaux, on arrête de faire de la polémique, on arrête la presse, on arrête la liberté de la presse. Charb, de son vrai nom Stéphane Charbonnier, dirigeait Charlie Hebdo depuis mai 2009. En 92, il avait participé à la refondation de l'hebdomadaire avec des transfuges du magazine La Grosse Bertha. Il avait 47 ans. Philippe Honoré, dit Honoré, était lui aussi dessinateur. Cet homme de 73 ans travaillait principalement pour Charlie Hebdo, lire,
et les inrecuptibles. Journaliste et économiste iconoclaste, Bernard Maris, 68 ans, était un habitué des plateaux télé. Il signait sous le nom de Oncle Bernard dans Charlie. Ahmed Merabet, brigadier, avait été au commissariat du 11e arrondissement avec 42 ans. Les terroristes qu'il pourchassait l'ont abattu, blessé, au sol. Mustapha Ourad était correcteur depuis une dizaine d'années à Charlie Hebdo. Il avait la soixantaine. Organisateur de la Biennale du carnet de voyage de Clermont-Ferrand, Michel Renaud, ancien journaliste de 69 ans, était en visite ce jour-là à Charlie Hebdo. Bernard Verlac, plus connu sous le nom de Tignous, petite teigne en Occident. Il avait 57 ans. Outre Charlie Hebdo, on pouvait retrouver ses dessins dans Marianne et Fluide glacial. L'humour, c'est s'interdire aucun sujet. On doit reculer devant rien, sauf la méchanceté. Nous sommes féroces, mais nous ne sommes pas méchants. Wolinski, enfin, doyen et pilier du journal, tué à 80 ans. Et nous refermons l'actualité de ce soir avec le crash d'AirAsia, l'une des boîtes de cet avion qui s'est abîmé en mer le 28 décembre dernier a été retrouvée en mer de Java. Une trouvaille qui peut-être permettra de connaître enfin les circonstances véritables de ce drame, car jusqu'à ce jour, les causes du crash restent inconnues. La traque aux boîtes noires du vol d'AirAsia se poursuit en mer de Java. Un signal acoustique a été repéré à 1 km du lieu où la queue de l'Airbus A320-200 a été repêchée hier. Le vol Surabaya-Singapour de la low-cost indonésienne s'est abîmé en mer le 28 décembre avec 162 personnes à bord. Madame, Monsieur, bien-aimés, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur la chaîne des Bénis. Que Dieu vous garde.